Le sang maculait encore les pavés lorsque les derniers cris s'éteignirent. Dans la cour du Palais royal de Paris, sous le soleil brûlant de juillet 1366, un homme observait avec des yeux fiévreux l'œuvre qu'il venait d'achever. Ses mains, encore tremblantes d'excitation, serraient un poignard incrusté de rubis, rubis dont le rouge rivalisait avec les taches qui ornaient sa robe royale. Pierre Ier, que l'histoire allait connaître sous le nom de Le Cruel, venait d'exécuter personnellement 3 de ses sujets. Cette fois, avec une créativité qui aurait fait rougir les bourreaux les plus expérimentés. L'odeur de fer et d'urine flottait dans l'air chaud, mêlée au parfum des roses qui éclosaient encore dans les jardins voisins, une ironie que le roi lui-même savourait avec un plaisir morbide. À 42 ans, Pierre régnait depuis près de 2 décennies sur l'un des royaumes les plus puissants de la France. Son apparence impressionnait encore ceux qui le voyaient pour la première fois. Grand, large d'épaules, d'une stature majestueuse, il possédait le visage anguleux typique de la maison de Valois, avec une mâchoire proéminente qui trahissait sa lignée royale. Ses yeux noirs, profonds comme des puits, pouvaient passer de la séduction la plus raffinée à la froideur la plus absolue en quelques secondes. Ses cheveux noirs, toujours impeccablement coiffés, contrastaient avec sa barbe soigneusement taillée qui encadrait des lèvres fines, des lèvres qui pouvaient murmurer des mots d'amour le matin et ordonner des tortures élaborées au soir. Le palais qui l'entourait était un témoignage vivant de sa magnificence et de son pouvoir. Construit avec les matériaux les plus fins provenant des 4 coins du monde connu, chaque salle était un univers de luxe et d'ostentation. Des tapisseries brodées d'or racontaient des histoires de conquêtes et de gloire, tandis que des meubles sculptés par des artisans chrétiens et orientaux se mêlaient dans une harmonie presque impossible. Les murs, décorés de faïences qui reflétaient la lumière comme de petits soleils, semblaient vibrer de vie propre. Dans les couloirs, l'écho des pas se mêlait au murmure constant des courtisans, créant une symphonie de pouvoir qui enivrait tout visiteur. Mais derrière cette façade d'éclat, quelque chose commençait à pourrir. Les serviteurs chuchotaient entre eux au sujet d'étranges bruits provenant des cachots pendant la nuit, des gémissements qui ne semblaient pas humains, des grincements métalliques qui faisaient se signer en silence les plus courageux. Les cuisines, autrefois des centres de joie et d'abondance, fonctionnaient désormais dans une atmosphère de terreur permanente. Les cuisiniers travaillaient les mains tremblantes, sachant de tout plat qui déplaisait au roi pouvait entraîner des châtiments qui défiaient l'imagination la plus sombre. La transformation de Pierre en monstre ne s'est pas faite du jour au lendemain. Né en 1334, fils de Philippe VI de Valois et de Jeanne de Bourgogne, il a grandi entouré des luxes de la cour, mais aussi des intrigues, des trahisons et des violences qui définissaient la politique médiévale. Son père, bien que reconnu comme un roi efficace, entretenait une relation tumultueuse avec sa femme, préférant la compagnie de sa maîtresse. Cette situation a créé un climat de tension constante au palais où le jeune Pierre a appris tôt que le pouvoir se maintenait par la peur et l'élimination systématique des ennemis. L'enfance de Pierre a été marquée par des épisodes qui, rétrospectivement, semblaient présager sa future cruauté. À 8 ans, il a été surpris en train de torturer des petits animaux dans les jardins du palais, leur arrachant les pattes une à une tout en observant leurs réactions avec un fascinant détachement scientifique. Confronté à sa gouvernante, il répondit avec une froideur déconcertante. « J'ai besoin de comprendre comment fonctionne la souffrance, car un jour je gouvernerai des hommes. » Cette réponse, rapportée dans une lettre de la gouvernante elle-même à sa famille, témoignait d'une précocité troublante dans la compréhension des mécanismes du pouvoir. Pendant son adolescence, Pierre a démontré une intelligence exceptionnelle, maîtrisant rapidement le latin, l'arabe et le français, en plus de se distinguer en mathématiques et en philosophie. Ses tuteurs ont rapporté un jeune homme d'une capacité intellectuelle impressionnante, capable de résoudre des problèmes complexes avec une facilité déconcertante. Cependant, cette même intelligence semblait se manifester de manière sinistre lorsqu'elle était appliquée aux relations humaines. À 16 ans, il manipulait déjà les courtisans avec maîtrise, créant des alliances et des inimités selon sa convenance, observant toujours les réactions de ses victimes avec le même regard scientifique qu'il dédiait auparavant aux animaux. La mort de son père en 1350, alors que Pierre n'avait que 16 ans, a marqué le début de son ascension vers le pouvoir absolu. Le couronnement fut un spectacle de magnificence qui impressionna toute l'Europe.
Rois, princes et ambassadeurs voyagèrent de loin pour assister à la cérémonie qui dura 3 jours et 3 nuits interrompues. Le jeune roi, vêtu de manteaux brodés d'or et d'argent, semblait l'incarnation de la royauté divine. Sa présence était magnétique, sa voix résonnait avec une autorité naturelle, et ses gestes possédaient une élégance qui conquérait instantanément tout observateur. Dans les premières années de son règne, Pierre a fait preuve d'une compétence administrative exceptionnelle. Il a réorganisé le système judiciaire, modernisé les forces armées et mis en œuvre des politiques économiques qui ont apporté la prospérité au royaume. Les chroniqueurs de l'époque décrivent un roi juste et efficace, capable de travailler de longues heures sans montrer de fatigue, toujours attentif aux moindres détails de l'administration. Son palais est devenu un centre d'attraction pour les intellectuels, les artistes et les commerçants de toute l'Europe, créant une atmosphère de cosmopolitisme et de sophistication qui rivalisait avec les cours les plus raffinés du continent. Cependant, des signes inquiétants ont commencé à se manifester progressivement. Pierre a développé une obsession croissante pour la justice, mais une justice interprétée selon ses propres critères, de plus en plus sévère et arbitraire. De petits délits ont commencé à être punis avec une sévérité déproportionnée, et le roi a commencé à assister personnellement aux exécutions, prétendant qu'il devait s'assurer que justice soit faite correctement. Des témoins de l'époque rapportent que pendant ces exécutions, Pierre a montré un intérêt particulier pour les détails de la souffrance, posant des questions techniques au bourreau sur les méthodes et les instruments. Ces armées, composées principalement de mercenaires qui combattaient pour de l'argent et non par loyauté, désertèrent en masse dès que la situation devint défavorable. Pendant les derniers mois de 1366, Pierre se transforma en une ombre de lui-même. L'homme qui avait terrorisé un royaume entier se cachait désormais dans des forteresses isolées, sautant de château en château dans une fuite désespérée. Son apparence se détériora radicalement. Les cheveux, autrefois impeccablement coiffés, pendaient désormais en mèches grasses et ébouriffées. Le visage, marqué de rides profondes et les yeux injectés de sang, semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en quelques mois. Ce qui troublait le plus ceux qui le voyaient pendant cette période, c'était la transformation de sa personnalité. Pierre, qui avait été l'incarnation de la confiance arrogante, montrait désormais des signes de paranoïa extrême. Il voyait la trahison dans chaque geste, la conspiration dans chaque parole. Même Marie de Poitiers, sa compagne la plus constante, fut occasionnellement traitée avec suspicion et menace. La cruauté qui était autrefois calculée et systématique devint erratique et désespérée. En mars 1367, Pierre subit une défaite décisive à la bataille de Narera, renommée ici Bataille de la Loire. Son armée est entièrement anéantie et lui-même échappe de justesse à la capture. À partir de ce moment, sa situation devient intenable. Réfugié au palais royal de Paris avec une poignée de fidèles, Pierre vit ses derniers jours de roi entouré d'un silence oppressant qui contraste dramatiquement avec la terreur qu'il inspira pendant décennies. L'ironie de la situation ne lui échappe pas. L'homme qui a dédié sa vie à étudier la souffrance d'autrui expérimente une agonie qu'aucune de ses méthodes n'a réussi à reproduire. C'est la souffrance existentielle du pouvoir absolu qui se dissout, de l'identité qui se désintègre, de la réalité qui se révèle comme une illusion. Ces journées sont remplies d'un vide qu'aucune torture ne peut combler, aucune exécution ne peut satisfaire. Durant les dernières semaines de sa vie, Pierre montre des moments de lucidité terribles, où il semble comprendre parfaitement la nature monstrueuse de ses actes. Ces épiphanies, cependant, n'apportent pas de repentir, mais une forme encore plus profonde de désespoir. Il est devenu quelque chose qui transcende l'humanité ordinaire, mais il a perdu toute possibilité de rédemption ou de paix. La mort de Pierre survient le 23 mars 1369 lors de la bataille de Montiel, renommée ici bataille de Chinon. Confronté personnellement à son demi-frère Henri, Pierre démontre une dernière fois sa nature contradictoire. Malgré toute sa cruauté, il affronte la mort avec un courage physique impressionnant, se battant jusqu'au dernier moment avec la même intensité qu'il avait consacrée à la torture. Henri, après l'avoir maîtrisé au corps à corps, le tue d'un coup de dague, le même type d'arme que Pierre avait utilisé contre tant de victimes. Les derniers mots de Pierre, rapportés par les chroniqueurs présents sur les lieux, furent « Enfin, je comprends ».
Cette phrase énigmatique a été interprétée de différentes manières par les historiens, mais beaucoup pensent qu'elle représente un moment final de compréhension de la nature autodestructrice du pouvoir absolu exercé sans limite morale. La mort de Pierre marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'une légende qui perdurera des siècles. Son règne devient un exemple paradigmatique de la manière dont le pouvoir absolu peut transformer un homme en monstre, et comment la cruauté systématique se retourne invariablement contre son propre créateur. L'histoire de Pierre n'est pas seulement le récit d'un tyran, mais une méditation sur la nature de la méchanceté humaine et les limites de la civilisation. Le palais de Pierre, théâtre de tant d'atrocités, est par la suite purifié et consacré à nouveau, mais il n'arrive jamais à se débarrasser complètement de l'aura sinistre qui l'entoure. Les visiteurs rapportent des sensations étranges, des bruits inexplicables et une atmosphère oppressante qui semble émaner des pierres elles-mêmes. Comme si la violence perpétrée y avait imprégné l'environnement physique de façon permanente. La figure de Pierre le Cruel reste l'un des exemples les plus extrêmes de la manière dont le pouvoir absolu peut complètement la nature humaine. Son histoire révèle que la cruauté n'est pas seulement une aberration individuelle, mais peut devenir un système de gouvernement lorsqu'il n'y a pas de mécanisme efficace pour la contrôler. Le règne de Pierre démontre que la civilisation est une construction fragile, constamment menacée par la possibilité qu'un individu au pouvoir illimité cède aux tentations les plus sombres de la nature humaine. Son héritage perdure non seulement comme un avertissement historique, mais comme une réflexion sur les dangers éternels de l'autoritarisme et de la concentration excessive du pouvoir. Pierre n'était pas seulement un roi cruel, mais l'architecte d'un système où la cruauté est devenue une méthode de gouvernement, où la terreur s'est transformée en politique d'État et où l'humanité a été sacrifiée sur l'autel d'un pouvoir qui se dévorait lui-même. La tragédie de Pierre le Cruel est aussi la tragédie de la condition humaine, lorsqu'elle est dépourvue de limites éthiques et de contrôles institutionnels. Son histoire reste pertinente car elle révèle des vérités inconfortables sur la nature du pouvoir et la fragilité des structures qui protègent la société contre les impulsions les plus destructrices de l'humanité. En Pierre, nous ne voyons pas seulement un monstre historique, mais un miroir sombre qui reflète des possibilités latentes dans toute société qui permet la concentration absolue du pouvoir entre les mains d'un seul individu. Le royaume que Pierre a laissé derrière lui était dévasté non seulement par la guerre civile, mais par la corrosion morale que sa cruauté avait répandue à tous les niveaux de la société. Des générations futures auront besoin de décennies pour reconstruire non seulement les structures physiques du pouvoir, mais aussi les valeurs éthiques et les institutions qui rendent possible la coexistence civilisée. L'ombre de Pierre s'étend bien au-delà de sa mort, rappelant à jamais que l'humanité porte en elle autant la capacité à la grandeur qu'à la monstruosité la plus absolue.